Salut, je fais une nouvelle vidéo pour vous parler d'un bouquin qui m'a plu. Ça s'appelle La méthode Festen. C'est celui-ci. Voilà. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais cette méthode, tout comme le reverse à l'époque où date ma dernière vidéo, m'a appelé. Ça m'a vraiment plu dès les premières minutes où j'ai entendu l'auteur parler de sa méthode. Donc voilà, je vais partager ça avec vous. Donc c'est André Charbonnier qui est l'auteur de ce livre et de cette méthode. Pour vous raconter un peu comment il en est arrivé à découvrir cette méthode, il était plutôt, on va dire qu'il se sentait vide dans sa vie, et plus les années passaient et plus il se sentait mourir, on va dire, sans pour autant comprendre ce qui se passait. Ça a été pire au moment où il est devenu père, parce que son rôle de père le mettait vraiment mal. Et à la suite de ça, il a commencé une psychanalyse, et il a fait, je crois, 7 ans de psychanalyse. Il a compris beaucoup sur son fonctionnement, mais sans pour autant s'en libérer. Donc voilà, intellectuellement, il avait peut-être un peu avancé, mais ça n'allait pas vraiment mieux. Et c'est pendant ces séances de psy, en fait, que lui a remonté le souvenir qu'en fait, son père n'était pas son géniteur. Suite à ça, il a fait des recherches. Il s'est avéré que c'était le fils du voisin, et que effectivement son père n'était pas le géniteur, mais il avait beau avoir été en contact avec son père biologique, rien n'allait mieux dans sa vie. Il était toujours aussi mal dans sa vie. Jusqu'au jour où il a vu le film Festen, qui porte, c'est de ce film que vient le nom. Donc en fait, dans le film, c'est l'anniversaire du père de famille. Donc toute la famille est réunie, il y a tout, vraiment de grandes tablées, et tout le monde habituellement se passe de la pommade dans le dos, et voilà, c'est les fêtes de famille telles que beaucoup de gens peuvent les connaître. Et le fils aîné, donc ils sont plusieurs enfants, le fils aîné, dont une des sœurs s'est suicidée l'année passée, le fils aîné fait un discours pendant lequel il explique qu'il a été violé par son propre père pendant des années, donc en présence de son père. Il révèle un énorme secret de famille. Au début, déni complet, donc toute l'assemblée fait comme s'ils n'avaient rien entendu. Ensuite, énervement, donc un de ses frères s'en prend violemment à lui et l'attache dans la forêt pour qu'il se calme. Et on arrive à un stade où les gens veulent bien l'entendre, et là c'est au tour du père de se faire lyncher, et c'est avant tout un moment libérateur pour l'acteur principal. Donc à la suite de ça, André Charbonnier se dit moi je vais faire mon Festen. Donc il écrit une énorme lettre qu'il envoie à tous les membres de sa famille avant un grand événement de famille, où il explique à quel point il est mal dans sa vie, qu'il a découvert que leur mère avait eu un enfant avec le voisin. Et donc le jour de cette réunion de famille arrive. Donc au début, un peu comme dans le film, tout le monde est dans le déni, lui dit mais t'es complètement malade d'avoir envoyé cette lettre à
toute la famille, tu veux tuer notre père, tu veux salir l'image de notre mère, parce que leur mère était décédée, donc elle avait été élevée un peu au rang de sainte, donc il fallait pas salir son image. Et du coup, il a été très mal reçu. Pour autant, il ne s'est pas démonté, donc il a attendu le bon moment du repas pour se lever et pour parler, pour dire à quel point toute sa vie il s'est senti mal et que c'était ce secret enfoui en lui qui le rendait si mal, quoi. Et son père, qui apparemment est un homme un peu bourru, lui dit j'ai même pas ouvert ta lettre. Et André lui dit moi j'ai qu'une seule chose à te demander. Est-ce que malgré tout ça, je suis ton fils? Est-ce que pour toi tu me reconnais en tant que fils? Et le père reste sans réponse. Et le père reste sans réponse. Donc là, très long moment de solitude, très dur moment, et heureusement quelqu'un réagit et demande au fils aîné d'André qu'est-ce qu'il pensait de cette situation, et le fils répond à son grand-père, il t'explique qu'il est en train de mourir, qu'il en peut plus, il veut juste savoir si tu es son fils ou non, quoi, si tu le reconnais en tant que fils ou non. Pourquoi tu refuserais de juste lui répondre? Et là, le père d'André lui dit oui, tu es mon fils, je te reconnais, tu seras mon fils à vie. Et un peu comme dans le film, André raconte que le lendemain il se réveille et rien n'a changé en apparence, mais tout a changé à l'intérieur de lui, c'est-à-dire que sa façon de voir la vie, sa perception de la vie, tout a changé, et il s'est libéré d'un énorme poids. Donc voilà, moi ça m'a beaucoup parlé quand j'ai vu ces interviews en vidéo. Donc j'ai acheté son bouquin, je l'ai lu. Et donc ensuite, lui, étant donné qu'il avait fait ça un peu à tâtons, il a peaufiné un peu sa technique en essayant avec plein de personnes, et il a décrypté un peu tous les rouages de ce qui s'était passé à ce moment-là. Et il dénote des points qui sont très intéressants, notamment que quand on est enfant, afin de survivre, c'est vraiment une question de survie, on doit valider à chaque seconde que maman égale amour et papa égale sécurité. C'est notre condition de survie. Mais le problème, c'est que par moment, c'est pas vrai. Je sais pas, un père violent sur un enfant, ou une mère absente, il y a multiples cas dans l'enfance où on se retrouve en face de la situation maman n'est pas égale amour, ou papa n'est pas égale sécurité. Et là, il y a une solution d'urgence qui se met en place en nous, c'est-à-dire qu'on va créer un mensonge, puisqu'on ne peut pas nier maman, amour, papa, sécurité. Ça, c'est impossible. Du coup, se créer en nous un mensonge pour maintenir cette vérité. C'est là le paradoxe. Et du coup, par exemple, un père violent sur son enfant, il va se créer un mensonge du type je mérite d'être violenté, ou je mérite d'être en insécurité.
et plein de petits mensonges aussi qui se déclinent de ça, où par exemple, bah, euh, quand on me frappe, enfin, quand on est violent avec moi, c'est qu'on m'accorde de l'attention. Imaginez que l'enfant, il était complètement ignoré par son père, sauf quand il venait le frapper. Je prends vraiment un cas extrême, mais moi ça illustre bien. Euh, donc, vient se créer le mensonge aussi, enfin plusieurs mensonges, mais dont quand on me frappe, c'est qu'on m'accorde de l'attention, donc c'est qu'on me donne de l'amour. Moi, j'existe pour quelqu'un. Ce mensonge créé, il va falloir le valider à chaque seconde. Donc, il va se créer des situations où il va répéter ça. Donc, l'image du père étant transposée sur un patron, sur multiples situations dans la vie, un prof de sport, ça peut être un prof, ça peut être un patron, que sais-je. Donc il va venir se valider et il va attirer à lui des situations où il se fait violenter, alors autant physiquement que psychologiquement, hein. C'est dans le sens large du terme. Voilà comment il explique en fait toutes nos peurs et tout ce qui nous emprisonne en fait, hein. Cette cage qu'on s'est construite, c'est une cage de mensonges. Et du coup, on est obligé de maintenir ce mensonge, puisque à l'époque où on l'a créé, c'était une question de survie. Donc on est persuadé qu'on a besoin de ce mensonge, et que sans ce mensonge, on meurt, du jour au lendemain. C'est bien pour ça que inconsciemment, on maintient tout ça. Et donc il explique aussi le pouvoir de la symbolique. Par exemple, le jour du mariage, il y a pas mal de symbolique. À la mairie, il est interdit de fermer la porte de la salle où se déroule le mariage. C'est un symbole qui veut dire que cette union est publique. À l'inverse, quand on divorce, on n'a pas de cérémonie qui symbolise la séparation. Ça peut, peu importe le cas où ça se passe, au tribunal ou pas, enfin bref. Le truc, c'est que il n'y a pas cette symbolique. Vous êtes officiellement séparés, et du coup, la symbolique agissant sur l'énergie, énergétiquement, on se retrouve toujours lié à la personne avec qui on était marié. C'est pour ça que pas mal de couples divorcés passent encore leur temps à se quereller ou au travers de leurs enfants à essayer de faire chier leur ex-compagne, parce qu'il y a encore un lien qui ne s'est pas défait par la symbolique. Et lui, justement, c'est ce qu'il explique au niveau de sa méthode, c'est que sa méthode est très forte en symbolique, puisque c'est une cérémonie publique, et tous ces symboles en fait font que ça va agir sur notre libération énergétique. Donc voilà sa théorie. Ce que j'aime bien aussi chez lui, c'est qu'il ne s'attarde pas à tordre dans tous les sens la théorique, mais il raconte bien qu'il s'est orienté du côté pratique et qu'il a été pragmatique. Donc lui, il a toujours visé le meilleur résultat, et même si ça peut déplaire à certains, même si ça peut paraître difficile à expliquer pour certains, l'essentiel, c'est le résultat, c'est la libération de ses peurs. Et du coup, dans le bouquin, on peut retrouver des exemples de lettres, et on retrouve aussi la plupart des cas de figures dans l'enfance qu'on a vécu. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il détaille vraiment tout ce qu'on a pu vivre. Je peux vous en citer quelques-uns. Qu'est-ce qu'on a de sympa ? L'enfant non désiré,
La naissance par césarienne, la mère sans amour, euh, l'enfant réparateur, l'enfant cause du couple ou l'enfant garant du couple, sauver ses parents, vous savez, il y a beaucoup de trucs sur ce sujet, père ou mère violent, parents dépressifs, conflit d'allégeance, donc quand on vous met dans une situation où vous êtes obligé de choisir entre votre père ou votre mère, la dévalorisation, le parent alcoolique, le pervers narcissique. Voilà, il y a beaucoup de cas de figure. Et dont un qui m'a particulièrement marqué parce que c'est la première fois dans un bouquin que je lis ce truc. C'est la notion du père vide. Alors comment il décrit le père vide? En fait, il explique que en chaque homme, il y a cette flamme, cette énergie, cette force qu'on a du mal à nommer, mais qui est bien présente hein, quand on dit lui il en a dans le pantalon, ou lui c'est un homme, un vrai, ou des trucs comme ça. Si on écarte un peu les trucs un peu abrutissants côté militaire ou des trucs comme ça, mais enfin, quand on parle un peu de ce truc qui est lié aussi à la virilité, à la force masculine, bah, un homme vide, c'est un homme qui est dénué de cette flamme. Et il explique que c'est déjà dur de se rendre compte pour un homme qu'il est dénué de cette flamme, puisque il ne l'a pas perdue, il ne l'a jamais eue. Donc pour se rendre compte qu'on n'a pas cette flamme, il faudrait l'avoir eue déjà. Et donc il explique un peu le comportement d'un homme vide. C'est un homme qui va se défiler dans son rôle de chef de clan. Donc le clan ancestralement maintenant est transposé sur la famille. Donc dans son rôle de mari et de père, il va se défiler. Avec deux grandes stratégies qui sont l'absence, donc physique ou mentale. Donc soit il est tout le temps en déplacement, comme par hasard, pour le boulot ou pour diverses raisons, soit il est toujours absorbé par les journaux, la télé, ses passions, où il écoute toujours que d'une oreille, il est pas là. Il est là physiquement, mais il n'est pas là. Ou comment on pourrait dire ça, une forme de violence, par alors je sais plus comment il l'explique. Ça peut être une violence physique, hein, parce que la violence c'est la réponse des faibles, ça peut être une violence par les mots, ça peut être une violence par une attitude aussi, les gros yeux, constamment, enfin toujours un peu un air menaçant, puisque en fait ce qui mène à ce comportement, donc de fuite ou de menace constante, c'est la peur qu'à tout moment il soit démasqué du fait qu'il ne soit pas un bon chef de clan. Et j'adore ce qu'il dit, à tout moment la sentence peut tomber, c'est qu'on lui dise que c'est une couille molle. Et je pense que c'est très bien illustré, hein, c'est un peu ça, hein, c'est une parade pour qu'on ne lui dise pas. Et il explique aussi qu'il y a une espèce de consensus entre hommes vides où implicitement, c'est un code inconscient, mais entre hommes vides, on n'ira jamais dénoncer l'autre. On n'ira jamais mettre l'autre en péril dans sa situation d'homme vide et l'autre ne fera pas aussi en retour. Et ce qu'il explique, c'est que plus de 90% de ses clients qui ont fait un festen avaient un père vide. Donc c'est intéressant, et il dit que c'est vraiment un fléau, qu'il y a eu beaucoup de pères vides, enfin d'hommes vides qui se sont créés suite aux défaites de guerre et à la perte des racines. Donc il y a les différentes guerres et aussi pour
pour les gens qui ont dû délaisser leurs racines pour venir vivre en France. Et le fléau du père vide, bah, c'est que ça se transmet de génération en génération, puisque la flamme se transmet entre générations. Quand il n'y a pas de flamme, bah, c'est pareil, ça se transmet. Donc voilà, bah, je trouvais qu'il avait mis des mots très justes sur un phénomène qui, moi, dans ma réalité, je peux le constater partout, même moi, je me sens concerné par ce truc. Donc c'est pour ça que je vais faire mon festen. Donc j'ai commencé à rédiger la lettre, et donc je lirai cette lettre devant des personnes choisies, et bah, en espérant me libérer de tout ça, quoi. Notamment cette notion de père vide. Il y a à peu près 2 ans, je postais la vidéo sur le Rebirth où ça parlait un peu de ce lien avec la mer. Et en fait, il s'est avéré que bah, j'ai bossé sur ce sujet jusqu'à très récemment, en fait, hein, ça a duré longtemps. Et je crois que bah, là, le tournant a pris côté père maintenant. Sachant que quand on travaille sur soi comme ça, papa, maman, il y en a pour toute la vie, hein. C'est de là que viennent pas mal de conditionnements, de souffrances, de peur et de trauma. Donc voilà, bah, si ça vous intéresse, je vous encourage à faire votre festen aussi, et puis aussi à venir témoigner de votre expérience en commentaire de cette vidéo. Donc le bouquin, je vous le rappelle, c'est Festen 2.0 d'André Charbonnier. Ciao!